Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous nous excusons de ce léger retard indépendant de notre volonté. Vous êtes sur la RTG. Merci de nous choisir pour vous informer les titres du journal. À Kaloum, le Premier ministre Amadou Ouriba pose la première pierre de la future cité police de Sans Fil, une initiative présidentielle visant à moderniser la ville de Conakry. À suivre dans ce journal. Technique de couverture médiatique des élections, des médias publics et privés bénéficient d'une séance de renforcement de capacité pour mieux affronter la période électorale. La suite dans ce journal. Dans notre rétrospective de ce soir, nous allons braquer nos projecteurs sur le ministère de la Santé et celui de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Au Palais de la Colombe, le Premier ministre a reçu son homologue malien Abdoulaye Maïga. Une rencontre placée sous le signe du renforcement des liens de fraternité et de coopération entre Conakry et Bamako. La rencontre s'est soldée par une conférence de presse conjointe au cours de laquelle les deux chefs du gouvernement ont présenté les axes prioritaires. Adi Kamara, reportage. Ce 9 décembre 2025, le Premier ministre malien Abdoulaye Maïga en visite de travail en Guinée. Sur le tarmac de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré, le Premier ministre guinéen Amadou Ouriba lui réserve un accueil chaleureux, symbole de la fraternité et du respect mutuel qui unissent les deux pays. Après un bref échange, direction primature. Ici, le cœur de cette visite a battu lors de la séance de travail, élargie au niveau de certains ministres et cadres techniques des deux parties. Au menu des échanges, la sécurité, la promotion de l'intégration économique et l'énergie. Dès après cette séance, Amadou Ouriba et Abdoulaye Maïga ont animé un point de presse conjoint. Face à la presse nationale et internationale, ils ont présenté les orientations majeures issues de leur échange, mettant l'accent sur la convergence de vues et la mise en œuvre rapide des décisions arrêtées. Une démonstration de transparence et de volonté d'agir ensemble. Nous le savons et nous le vivons concrètement que tout ce qui préoccupe le Mali ou tout ce qui peut affecter le Mali affectera nécessairement la République de Guinée. C'est la raison pour laquelle les visites, les rencontres, les discussions régulières pour faire le point sont nécessaires pour mieux assurer une coopération de plus en plus intense. Les deux présidences s'inscrivent dans la ligne logique des pères fondateurs, à savoir faire vivre un panafricanisme qui se renouvelle et qui revitalise les relations traditionnelles historiques entre nos deux peuples. À cet égard, la redynamisation de la coopération entre nos deux pays passera nécessairement par la réactualisation de certains projets structurels qui intéressent aussi bien le Mali que la Guinée. Nous avons rappelé au cours de l'entretien que nous avons eu que la Guinée est toujours disponible pour apporter son concours à la République du Mali pour l'accession à la mer. Ça fait partie de notre obligation morale et de notre responsabilité à l'égard du peuple frère du Mali, en toutes circonstances et quelles que soient les vicissitudes politiques qui peuvent émerger par-ci par-là. Je voudrais ici rappeler que la vision de nos deux chefs d'État est une vision qu'ils héritent eux-mêmes des pères fondateurs de nos indépendances. Je voudrais ici mentionner son Excellence le Feu, le président Ahmed Sékou Touré, et son Excellence Feu, le président Modibo Keïta, qui ont tracé un sillage. Évidemment, nos deux chefs d'État aujourd'hui s'inscrivent dans la même dynamique
afin de raffermir les relations fraternelles, séculaires, historiques entre la République de Guinée et la République du Mali. Et forcément, il y a des défis. Je voudrais ici rappeler que le Mali a toujours bénéficié de l'accompagnement de la République sœur de Guinée, en particulier durant des heures sombres. Je voudrais ici rappeler les sanctions malheureuses, illégales, illégitimes et inhumaines de la CEDEAO et de l'UEMOA, sanctions prises contre le Mali. Et Dieu merci, la République sœur de Guinée ne nous a jamais fermé les portes de ce beau pays, ce qui ne nous surprend d'ailleurs guère. Et ceci dit, les échanges vont se poursuivre. Je pense que là, les points principaux retenus, c'est de redynamiser les travaux au sein des sous-commissions dans le cadre de la grande commission mixte Mali-Guinée, dans l'intérêt supérieur de nos peuples et bien entendu dans le cadre de renforcement de la vision panafricaniste, vision que nous devons matérialiser, vision construite par les deux chefs d'État de nos pays. Mais avant de terminer, je voudrais, au nom de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, formuler un vœu pieux. Nous savons que la République sœur de Guinée s'apprête, s'il prête à Dieu, Inch'Allah, à organiser l'élection présidentielle pour le 28 décembre. Nous prions le bon Dieu que cette élection soit un moment de communion, une occasion de renforcer encore la cohésion, l'unité nationale en République de Guinée. Au cours des échanges, nous avons eu également l'opportunité de transmettre notre profonde admiration à son Excellence le général d'armée Mamadi Doumbia, président de la République de Guinée, après l'inauguration du méga-projet de Simandou, qui fait la fierté à la fois de la Guinée, mais qui fait également la fierté de toute l'Afrique. Je pense que grâce à cette inauguration, son Excellence le général Doumbia vient de nous donner un modèle une grande leçon de leadership. Je pense que nous qui sommes des exécutants, nous avons l'obligation de nous en inspirer afin justement de matérialiser, de raffermir davantage les relations entre la République sœur de Guinée et la République du Mali. Une visite courte mais intense et fructueuse aura donné une nouvelle impulsion à la coopération bilatérale. Face aux défis communs, la Guinée et le Mali choisissent la voie de la solidarité agissante et du partenariat renforcé pour le bénéfice des deux peuples. En Côte d'Ivoire, cérémonie d'investiture de président de la République, son Excellence Alassane Dramane Ouattara pour sa prestation de serment. Le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger a représenté le président Mamadi Doumbouya. Dr Maurice Anda Kouyaté s'est dit honoré d'assister à cet important événement. Oumar Barry est notre envoyé spécial. La République de Côte d'Ivoire, ce lundi 8 décembre, est un jour symbolique pour le pays. Les édifices sont décorés et les rues pavoisées de drapeaux. Le président réélu son Excellence Alassane Dramane Ouattara a prêté serment dans cette grande salle de la présidence ivoirienne. 11 chefs d'État du continent et beaucoup d'autres invités venus des 4 coins du monde ont pris part à la cérémonie. La République de Guinée fait partie des pays invités. Le chef de la diplomatie guinéenne, Dr Maurice Anda Kouyaté, émissaire du président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya, a pris part à la rencontre. J'ai eu l'immense honneur d'être envoyé spécial du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, pour le représenter à la cérémonie d'investiture de son frère, le président, son Excellence, président Alassane Ouattara. Ce 8 décembre, qui a prêté serment, les relations entre la Côte d'Ivoire et la Guinée sont des relations de fraternité. Et cette fraternité qui s'est développée et renforcée entre nos deux dirigeants, nos deux leaders. Donc j'ai passé ce message de félicitations du président Doumbouya, des messages de renforcement de nos relations bilatérales fraternelles. Et en retour, le chef de l'État ivoirien, son Excellence président Alassane Ouattara, m'a chargé de remercier son frère, le président Doumbouya, de le remercier et de l'encourager, et d'admiration pour lui, pour tout ce qu'il fait pour son pays. Et
Il m'a dit que le bilan des 4 années qu'il voit à la télévision, de partout, ce bilan est encourageant. Le 4 novembre dernier, le Conseil constitutionnel a proclamé les résultats définitifs de la présidentielle ivoirienne, donnant le président Alassane Dramane Ouattara vainqueur du scrutin avec 89,77% des voix. Un renouvellement de la confiance du peuple ivoirien qui salue ainsi les efforts de développement en cours dans le pays. Au cours du tête-à-tête entre le chef de la diplomatie guinéenne et le président réélu de la Côte d'Ivoire, Son Excellence Alassane Dramane Ouattara a chargé Dr Maurice Sanda Kouyaté de transmettre un message de fraternité au président de la République de Son Excellence Mamadi Doumbouya. Le ministre guinéen des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger a aussi échangé avec d'autres chefs d'État auxquels il a transmis toute l'amitié du président Doumbouya. J'ai passé à tous les chefs d'État qui étaient présents les salutations fraternelles du président Mamadi Doumbouya. Et en retour, tous disent la même chose, que ce qu'ils voient en Guinée est admirable et encourageant. Et disent qu'il doit continuer à travailler pour son pays dans cette optique. C'est très encourageant parce qu'il y a des présidents qui sont au bout du monde, mais qui suivent ce qui se passe dans notre pays. Avec le sous-secrétaire d'État chargé des affaires économiques, nous avons parlé bien sûr d'économie. On a parlé du programme Simandou 2040, qu'il a beaucoup apprécié, et il a dit que la partie américaine s'engage à jouer son rôle dans ce grand programme que la Guinée a actuellement. Depuis plusieurs décennies, la Guinée et la Côte d'Ivoire entretiennent une belle coopération bilatérale. La participation du chef de l'État guinéen à travers son envoyé spécial est l'illustration que cette relation a encore de beaux jours devant elle. Cette belle cérémonie de prestation de serment a pris fin par les félicitations des chefs d'État invités à leur homologue ivoirien, ainsi qu'un banquet organisé par la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Je vous le disais au sommaire à Kaloum, le Premier ministre Amadou Oriba a procédé à la pose de la première pierre de la future cité-police de Sans-Fil, un projet structurant qui s'inscrit dans la vision de modernisation urbaine impulsée par le président Mamadi Doumbouya. Ousmane Bangoura, bureau de presse de la primature. À Kaloum, le gouvernement pose un jalon déterminant dans la modernisation de la capitale. Le Premier ministre Amadou Oriba a lancé officiellement les travaux de construction de la nouvelle cité-police de Sans-Fil, en présence de plusieurs membres du gouvernement, des autorités locales et des représentants des forces de sécurité. Conçue comme une infrastructure moderne et fonctionnelle, la future cité-police ambitionne d'améliorer significativement le cadre de vie des agents et de renforcer leurs conditions d'exercice. Au ministère de la Sécurité et de la Protection civile, on s'est battu pour que le cœur de la police continue à battre et de la plus belle des manières. Aujourd'hui, ici, à cet endroit, c'en est une illustration. Grâce à des négociations houleuses, nous avons obtenu plusieurs appartements ultramodernes qui seront destinés directement aux fonctionnaires de police et de protection civile, mais aussi une cinquantaine de bureaux modernes. Ce projet est le fruit de large concertation, de plusieurs charges de travail, de discussion entre le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire, en charge de la récupération des domaines de l'État, et ceux des services du ministère de la Sécurité qui ont travaillé. Pour les habitants comme pour les responsables administratifs, cette infrastructure marque un tournant dans le renforcement de la sécurité et l'embellissement de Kaloum. Ce programme il se décline dans 7 blocs. Et ces 7 blocs comportent des typologies de logements F3, c'est-à-dire 2 chambres salon, et F4, 3 chambres salon. Pour les F3, nous en avons 320 appartements. Pour les F4, nous en avons 66. Pour un total de 390 appartements.
Pour le Premier ministre Amadou Ouriba, cette cité-police constitue un symbole fort de résilience, mais aussi d'espoir dans une commune appelée à devenir un pôle moderne, exclusif et créateur d'opportunités. Les populations de Koronting, les populations de Kaloum, vous qui possédez des terres, vous êtes assis sur de l'or. Vous devez le savoir. Que personne ne vienne vous terroriser, vous apeurer. Avec le bail partage, vous protégez votre patrimoine, vous protégez le patrimoine de vos héritiers. Et cela sera encadré par les pouvoirs publics pour que les intérêts des populations soient sauvegardés. Donc, n'ayez pas peur. Cette modernisation vous enrichira. Et de côté, lorsque l'urbanisme, lorsque le bâtiment progresse, c'est que l'économie progresse, ça va créer des emplois. Notre système bancaire doit par conséquent évoluer pour que la Guinée soit partout un grand chantier qui portera la nouvelle croissance encore beaucoup plus importante que le Simandou va donner. Avant de prendre congé, le Premier ministre a réitéré l'engagement du gouvernement à poursuivre la dynamique de transformation urbaine et sociale engagée à l'échelle nationale. Et pour protéger et sécuriser ces installations techniques, la Direction générale de l'EDG met en place un projet ambitieux. Pour le concrétiser, une cinquantaine de jeunes sont déployés dans différentes communes. La suite avec Nabi Kamara. Dans le souci de sécuriser ces installations, particulièrement les transformateurs électriques pour le plus grand bien des populations, Électricité de Guinée lance un projet innovant. Il s'appelle EDG Unité, un projet qui mobilise 50 jeunes parrains pour le piloter. Après la phase pilote menée avec succès à Ratoma, la Direction générale de l'électricité de Guinée vient de lancer ce projet dans la commune de Dixine. Ce projet a pour objectif numéro 1, c'est de renforcer le lien de proximité entre EDG et ses clients, ses abonnés. C'est améliorer la satisfaction au niveau de notre clientèle. C'est améliorer l'expérience client de nos abonnés partout où ils se trouvent en République de Guinée. Ce projet va permettre de créer le lien, le trait d'union entre EDG et le client final qui est consommateur d'électricité dans un quartier. Cette stratégie initiée par les autorités de l'électricité de Guinée facilite également les paiements des factures et les recharges des compteurs prépayés via réseau de proximité. Ce que nous attendons de vous en tant que président du conseil de quartier, en tant que parrain de transformateur, c'est d'être alerte, c'est d'être préventif et surtout d'être réactif. Lorsque vous constatez qu'il y a des variations de tension, lorsque vous constatez qu'il y a des problèmes dessertes dans une zone donnée, c'est d'informer immédiatement le président du conseil de quartier. Grâce à ce partenariat communautaire inspiré des actions complémentaires de parrainage et d'EDG Express, les citoyens bénéficient d'un service rapide, sécurisé et accessible au quotidien. À l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme, une déclaration a été faite par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Yaya Kairaba Kaba. Il est au micro de Kerno Younoussaba. Suivez. Guinéennes et Guinéens, chers compatriotes, le 10 décembre, date anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, a été proclamée par les Nations Unies Journée internationale des droits de l'homme. Le thème de cette année est « Les droits de l'homme sont essentiels au quotidien ». Depuis 2021, la République de Guinée vit un contexte politique qui vise à refonder nos institutions, restaurer la confiance publique, consolider l'état de droit et jeter les bases d'une économie forte, résiliente et inclusive. Les droits humains ne doivent pas être perçus comme une contrainte, mais comme une opportunité pour bâtir un pays stable, paisible et prospère. C'est le lieu d'adresser mes sincères félicitations et mes chaleureux remerciements à Monsieur le secrétaire général des Nations Unies et à travers lui, le haut commissaire des Nations Unies
aux droits de l'homme pour l'excellence de leur coopération avec la République de Guinée. Ce mardi, toujours, la Guinée a célébré la Journée internationale de lutte contre la corruption sous le thème « S'unir avec la jeunesse contre la corruption, former l'intégrité de demain ». Cette édition met en lumière la mobilisation nationale pour bâtir une nouvelle génération de citoyens. Adjudant-chef Aboubakar Kamano, correspondant de la presse militaire. L'Agence nationale de lutte contre la corruption et de promotion de la bonne gouvernance a célébré la Journée internationale de lutte contre la corruption, comme chaque année, conformément aux engagements des États partis à la Convention des Nations Unies contre la corruption. Placée sous le thème mondial « S'unir avec la jeunesse contre la corruption, former l'intégrité de demain », l'édition 2025 met en avant un enjeu stratégique, renforcer l'éducation citoyenne et bâtir une nouvelle génération d'acteurs publics engagés, conformément aux piliers éducation et culture du programme Simandou 2040. L'ANLC-PBG a saisi l'occasion pour organiser une grande conférence nationale suivie d'un point de presse officiel visant à rappeler les engagements du pays et dévoiler les avancées majeures enregistrées dans le cadre de la lutte contre la corruption, témoignant du dynamisme renouvelé de l'agence et de la volonté des autorités de renforcer l'assainissement, la transparence et la gouvernance publique. L'Agence nationale est particulièrement chargée de faire la prévention de la corruption par la sensibilisation, par la dissuasion et d'engager absolument des investigations pour aller détecter là où il y a les faits de corruption et les pratiques assimilées afin de les d'instruire ces affaires et de les déférer devant les tribunaux compétents pour juger naturellement des faits de corruption et toutes les pratiques affiliées à ce fléau. Pour l'accomplissement de ces deux dimensions fondamentales de sa mission, l'Agence nationale de lutte contre la corruption s'est donné une structure à refonder en donnant une structure fiable, adaptée à ces deux principales missions, en créant donc deux directions fondamentales, la direction de la prévention de la corruption et la direction de la détection de la corruption, qui, elle, comporte maintenant deux divisions nouvelles, que sont la division des investigations financières et la division des investigations judiciaires, qui n'existaient pas auparavant. Et la création donc de ces deux nouvelles divisions permet à l'Agence nationale de lutte contre la corruption de mener à bien la deuxième dimension de sa mission, qui est celle de la détection de la corruption. C'est contre toute cette impunité que le président de la République a mis en place un dispositif qui permet maintenant d'aller rechercher absolument ceux qui se livrent à ce genre de pratiques et les faire comparaître devant les tribunaux compétents et à leur infliger les sanctions correspondantes, y compris donc en les invitant à restituer à l'État ce qu'ils lui ont spolié. Les responsables de l'ANLC ont également mis en lumière les mécanismes disponibles pour les citoyens, notamment les plateformes de dénonciation, les cellules d'intégrité et les dispositifs de protection des lanceurs d'alerte. Nous avons engagé des actions profondes, factuelles, depuis le 5 septembre 2021. Des actions dont les résultats commencent déjà à transformer profondément notre pays. Les données du classement récent de Transparency International place notre chère République au rang des pays qui fournissent des efforts en matière de lutte contre la corruption. Notamment, la Guinée a enregistré une avancée significative à l'indice de perception de la corruption, IPC, de 28 sur 100 en 2024 contre 26 sur 100 en 2023. Un gain de 8 places au classement mondial, passant de la 141e à la 133e position. La détection et la répression constituent aujourd'hui l'un des volets les plus stratégiques de l'ANLC. L'agence a renforcé ses mécanismes de réception, d'authentification, de traitement d'alerte et conduite des enquêtes, d'analyse financière et de transmission judiciaire. La création d'un dispositif de centre d'alerte, conformément aux missions d'attribution de l'ANLC, permettant la prise en charge effective des dénonciations, notamment à travers un numéro vert, qui est le 155. Reprenant le thème mondial, le conseiller à la présidence chargé des relations avec les institutions a insisté sur le rôle déterminant de la jeunesse guinéenne dans la construction d'une société intègre. C'est donc avec conviction que nous prenons la parole aujourd'hui
au nom de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Mamadi Doumbouya. Cet événement est placé sous le thème « S'unir avec la jeunesse contre la corruption, façonner l'intégrité de demain ». Le choix de ce thème souligne l'importance stratégique de la jeunesse dans la dynamique de la refondation sociétale qui constitue l'épicentre de la philosophie politique du président Mamadi Doumbouya. La lutte contre la corruption ne saurait se limiter à l'application de lois ou à l'existence d'institutions. Elle repose avant tout sur des valeurs cardinales et sur des comportements vertueux. C'est pourquoi nous réitérons que la lutte contre la corruption constitue le socle de notre processus de transformation nationale. Dans une dynamique qui s'inscrit dans la vision prospective de Simandou 2040, l'ANLC-PBG a annoncé de nouveaux programmes destinés aux jeunes. Formation en leadership éthique, clubs scolaires et universitaires d'intégrité, concours inter-écoles sur la transparence publique, campagne digitale pour promouvoir la culture anti-corruption. Ces initiatives visent à bâtir une génération consciente, responsable et engagée, capable de devenir le socle moral de la Guinée de demain. Cette journée internationale de lutte contre la corruption 2025 aura permis de réaffirmer l'engagement ferme de la République de Guinée à bâtir un État moderne, juste et transparent. En plaçant la jeunesse au cœur de la stratégie nationale, l'ANLC entend construire l'intégrité de demain et faire de la lutte contre la corruption un véritable pilier de développement durable. Je vous le disais au sommaire, vers les élections présidentielles en Guinée, pour un processus apaisé, le ministère de l'Information et de la Communication, à travers le Centre de formation et de perfectionnement en technique de l'information et de la communication, travaille au renforcement de capacités des journalistes venus des médias publics et privés. Les détails avec Kernoyoun Sabah, suivez. 24 heures après avoir lancé une formation de journalistes de la presse en ligne sur l'intelligence artificielle en période électorale, le ministre de l'Information et de la Communication procède au lancement d'une formation, cette fois des journalistes de la presse audiovisuelle. Ils sont outillés sur les techniques de couverture d'une élection. Ils doivent désormais travailler à l'éducation civique avec à la clé des reportages qui reflètent la responsabilité du journaliste tout en tenant compte du contexte électoral. Nous avons pensé, vu les nouveautés qui sont enregistrées dans le processus, à savoir une nouvelle constitution, n'est-ce pas, qui a mis en place de nouvelles institutions, le code électoral, sont des maillons importants pour la couverture. Parce que si les journalistes ne maîtrisent pas le cadre électoral, ils ne maîtrisent pas justement le cadre normatif des élections, ils ne peuvent pas couvrir de façon efficace les élections. Nous avons pensé mettre l'accent sur les techniques justement de couverture d'une élection en faveur des journalistes de l'audiovisuel pour qu'ils puissent justement couvrir avec dextérité cette élection qui se veut celle, n'est-ce pas, de la refondation, du renouveau, mais aussi de la stabilisation du processus électoral et des élections en Guinée. Une trentaine de professionnels des médias publics et privés sont donc concernés. Cette initiative du ministère de l'Information et de la Communication à travers le centre de formation accompagne les journalistes en vue d'un traitement sans passion. Vous en conviendrez avec moi que les élections, telles qu'elles soient, constituent l'expression suprême de notre souveraineté. Elles témoignent de la volonté des citoyens et engagent l'avenir de notre nation. Dans ce processus, le rôle des journalistes est capital. Informer avec exactitude, impartialité et responsabilité afin de garantir la transparence du scrutin. Chers confrères journalistes, en assurant une couverture équilibrée et respectueuse des règles déontologiques, contribue à la consolidation de la démocratie, au renforcement de la paix et de la préservation de la cohésion nationale. Le gouvernement guinéen, fidèle à ses engagements depuis le 5 septembre 2021, sous la clairvoyance de M. le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Mamadi Doumbouya, réaffirme son attachement à la liberté de la presse. La formation va s'étendre sur 3 jours. Des facilitateurs rompus à la tâche
vont partager leur expérience en vue d'une meilleure qualification des participants. Dans un autre registre, la Direction nationale du plan vient d'organiser un atelier sur la vulgarisation du guide de formulation des politiques sectorielles, le GFPS, un outil permettant de réunir les documents de planification et d'instaurer un cadre unique, clair et harmonisé pour l'action publique en Guinée. Saliouba, reportage. C'est une avancée majeure dans la planification des politiques publiques. Grâce au ministère du Plan et de la Coopération internationale, la Guinée se dote désormais d'un guide de formulation des politiques sectorielles. Un outil stratégique élaboré avec l'appui du PNUD pour renforcer la cohérence, l'harmonisation et l'efficacité de l'action publique. Aujourd'hui, un grave vide vient d'être comblé, celui de l'absence d'un cadre d'orientation devant guider les acteurs de la planification dans le processus de pilotage et de gestion du développement économique et social. Le PNUD réitère encore sa disponibilité à œuvrer aux côtés du gouvernement et de l'ensemble des partenaires pour la pérennité du processus du CRMT et au bénéfice de la population guinéenne. Ce nouveau guide s'inscrit dans la dynamique du programme Simandou 2040 avec une ambition claire, bâtir une gouvernance plus performante, mieux structurée et résolument tournée vers des résultats durables. Le ministère du Plan et de la Coopération internationale, fermement engagé à exercer ses prérogatives, a entrepris un processus qui a consisté à doter les acteurs de développement d'outils de gestion de développement pour faciliter le processus de planification dans toute sa dimension, pour conférer un caractère inclusif et participatif du processus. Il a été conçu, élaboré puis validé avec l'appui technique et financier du PNUD, le guide de formulation des politiques sectorielles aligné sur les ODD 2030 avec la participation de l'ensemble des parties prenantes. Au même moment, une vingtaine de cadres reçoivent leur certification après une formation axée sur les techniques modernes de planification. Une étape décisive pour garantir une mise en œuvre professionnelle et concertée des politiques sectorielles. Nous poursuivons cette édition. Le chef d'état-major adjoint de l'armée de terre, le général de brigade Tamba Kalas Tolno, accompagné de l'inspecteur général des forces armées et le commandant du bataillon autonome de Farana, a récemment sillonné les unités de la 3e région militaire située le long des frontières, avec pour but d'exhorter les forces de défense et de sécurité au renforcement de la sécurité intérieure et la préservation de l'environnement. Le point avec le lieutenant Sana Kamara, correspondant de la presse militaire. Cette mission de la Commission nationale de défense et de sécurité, conduite par le chef d'état-major adjoint de l'armée de terre, le général de brigade Tamba Kalas Tolno, était récemment dans certaines unités de la 3e région militaire située le long des frontières, notamment au bataillon d'infanterie de Sigiring, de Mangiana à la compagnie d'infanterie de Nyagasola et Numudjila. Elle s'inscrit dans le cadre des échanges périodiques entre la dite commission et le commandement des unités, en vue de mieux assurer la sécurité frontalière et la préservation de l'environnement. Lorsqu'on parle de paix, on parle de sécurité, ça s'inscrit dans les prérogatives du procureur de la République. Nous servons d'interface entre la justice et la société, et notre sauvegarde, c'est comment préserver la paix et la sécurité. Nous devons tous mener à bien, dans l'esprit patriotique, le service patriotique pour la défense de notre territoire. Nous sommes là ici pour les populations de Numudjila et pour leur bien aussi. Une occasion mise à profit par la commission pour organiser des séances de formation sur la lutte contre le trafic illicite des stupéfiants, l'exportation illégale du carburant, la lutte contre le terrorisme et d'autres travers sociaux. Vous devez encore être pris patriote. Nous savons que vous ne déméritez pas. Il y a très longtemps, vous luttez contre l'insécurité sur notre territoire. Vous devez encore augmenter le dispositif en activant la patrouille mobile et la patrouille fixe et haute à des différents axes routiers
au niveau des centres-villes et la frontière. L'élan de solidarité et de professionnalisme des forces de défense et de sécurité dans l'optique de la sécurisation des personnes et de leurs biens est vivement salué par les autorités administratives et la population de la région durant cette mission. Rendons-nous à présent à Dakar, où l'ambassadeur de Guinée a conféré avec le Conseil des Guinéens du Sénégal. Au cours de cette rencontre, il a été question d'échanger sur le respect des lois de ce pays d'accueil, mais aussi échanger sur les possibilités d'investissement en Guinée. Compte rendu, Mohamed Touré, Adama Mohamed Keïta. L'ambassade de la République de Guinée à Dakar est au centre de la vie de la plus grande communauté guinéenne établie à l'étranger. Avec une présence estimée à plusieurs centaines de milliers de ressortissants, la représentation diplomatique fait face à des enjeux croissants de gestion administrative et sociale. Il y a une très bonne collaboration ici entre le personnel de l'ambassade et le bureau du Conseil des Guinéens de l'étranger dans la gestion de la communauté guinéenne au Sénégal. Dès notre arrivée, nous avons essayé de faire une prise en charge de tous les Guinéens, de quelque nature que ce soit, de quelque bord que ce soit, pour les mettre ensemble en vue d'avancer. Nous avons beaucoup d'associations ici et nous sommes au service de la communauté parce que nous sommes les baïfals de la communauté. Donc nous travaillons en parfaite harmonie aussi avec l'ambassade. La jeunesse, très représentée dans cette diaspora, reste un axe majeur du travail consulaire. Pour beaucoup, Dakar reste un espace d'opportunités, mais aussi de défis quotidiens. Les organisations communautaires jouent également un rôle clé dans la médiation et l'assistance. Par rapport à nos documents administratifs, surtout les cartes consulaires, on a de sérieux problèmes et souvent ça nous envoie des problèmes avec la diplomatie. Parce que la diplomatie, et quand un Guinéen vient, tu n'as aucun document, donc vraiment c'est très compliqué d'avoir les documents. Donc ça c'est une doléance de près de l'autorité compétente de la Guinée et ceux de la diplomatie. Donc j'étais venu ici chercher des documents en ce qui concerne les cartes consulaires pour certains parents. Mais ça s'est très bien passé. Les cartes consulaires, il y a eu des rumeurs sur des falsifications, mais ce n'était pas une vérité. Entre modernisation des services et renforcement du dialogue, l'ambassade de Guinée à Dakar continue d'œuvrer pour mieux servir une communauté toujours plus nombreuse et engagée. Je vous le disais dans les titres, dans le domaine de la santé, des actions concrètes ont été enregistrées au cours de l'année 2025. L'on a assisté à la mise en service partout en Guinée d'infrastructures sanitaires publiques. À cela s'est ajoutée l'amélioration des services de santé à côté, la disponibilisation des vaccins. Parallèlement au ministère de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables, l'agenda féminine a été mise en avant. Dans notre rétrospective de ce soir, nous allons mettre en lumière les actions phares de ces départements cette année. Et c'est avec Kerno Maroufba et Mohamed De Camara. La refondation du système de santé a connu une ascension au cours de l'année 2025. Pour approcher les offres de soins de la population à la base dans tout le pays, l'État guinéen, à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, s'est investi dans la réalisation des infrastructures dans plusieurs localités. Cette décentralisation est le fruit d'une vision, celle du chef de l'État, d'offrir des soins de qualité aux Guinéens partout là où ils se trouvent. Dans le Grand Conakry et à l'intérieur du pays, des nouvelles infrastructures sanitaires sont à ce jour opérationnelles. Des centrales de production d'oxygène sont aussi réalisées dans les 7 régions administratives de la Guinée profonde. Ces centrales aujourd'hui actives vont desservir les hôpitaux préfectoraux en oxygène. La construction de ces infrastructures de production de cet élément vital vise à réduire la mortalité maternelle et néonatale, la prise en charge des urgences médicales, mais également faire face aux complications des maladies respiratoires. 2025 a été aussi une année très promoteuse pour le département de la santé. Sur financement du budget national, 50 centres de santé améliorés vont être construits dans tout le pays. Le 11 juillet 2025, la signature des contrats de construction entre le ministère de la Santé et les entreprises contractantes a eu lieu. Un délai de 12 mois est donné pour la finalisation des travaux. Dans plusieurs localités, les travaux de démarrage ont été lancés. Autre fait marquant dans le domaine de la santé est l'introduction du vaccin gratuit et sécurisé
contre le paludisme chez les enfants de 5 à 23 mois en Guinée. Ce programme pilote touche pour un premier temps les préfectures de Kankan, Yomu, Gawal et Mamou. L'administration de ce vaccin validé par l'Organisation mondiale de la santé est rendue possible par le Fonds des Nations unies pour l'enfance. Cette haute offensive du ministère de la Santé contre cette maladie est bien sûr de protéger ces tout-petits. La Guinée rejoint ainsi d'autres pays africains engagés dans cette dynamique de rompre la chaîne de propagation du paludisme dans le pays. Au ministère de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, les réformes ont été enregistrées dans le domaine de la promotion des femmes en Guinée. Cette année, dans la quinzaine du mois de juillet 2025, le Conseil national des femmes a vu le jour. Ce bureau servira d'interface entre les autorités, les partenaires et la jeune féminine. Les membres du bureau national viennent de toutes les régions administratives du pays. Le gouvernement et ses partenaires ont pris l'acte de l'installation de cet outil de gouvernance obtenu sous le leadership du président de la République, Mamadi Doumbouya. Dans la même trajectoire, le ministère de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables continue sa stratégie d'accompagner les femmes et filles issues des milieux défavorisés dans l'apprentissage des métiers générateurs de revenus. L'année qui s'achève a permis à la préfecture de Koya de se doter d'un centre d'autonomisation d'entrepreneuriat des femmes et filles. L'édifice accueille 250 apprenantes pour les différentes filières. Ces engagements des autorités du pays visent à promouvoir la jeune féminine qui représente 52% de la population. À l'occasion des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre et le mariage d'enfants, l'inspection générale de la promotion féminine et de l'enfance a ce mardi organisé au KF de Cameroun un atelier de formation destiné aux présidents des délégations spéciales des 13 communes de Conakry. Objectif, les outils et les impliquer davantage dans la lutte. Pascaline Yamalo, reportage. Violence basée sur le genre et mariage précoce, les autorités locales passées à la loupe, l'inspection régionale de la promotion féminine et de l'enfance forment et outillent les responsables locaux pour renforcer leur rôle dans la lutte contre ces pratiques préoccupantes en Guinée. Tous ces problèmes que nous rencontrons se passent dans les quartiers de Conakry et dans les communes. Et nous savons les citoyens qui ont des problèmes avec les VBG, ils habitent quelque part, ils ont une adresse. Et les meilleurs partenaires pour nous accompagner, pour nous faciliter la tâche, en un mot, les maillons forts de cette chaîne pour la lutte contre les VBG, ça doit être les services déconcentrés à travers les communes. L'approche communautaire, il faudrait que nous essayions de la valoriser, donc les impliquer à la base, parce que toute décision, c'est vrai qu'elle peut être prise au haut niveau, mais les questions de violence, c'est surtout des questions qui se font au niveau des communautés, au niveau des familles, au niveau des quartiers. Et qui peut mieux gérer cela? Ce sont les présidents des délégations spéciales. Au programme sensibilisation sur la mutilation génitale féminine, encore trop souvent tabou, et discussion pour permettre aux autorités de s'impliquer concrètement dans la prévention des VBG et des mariages précoces. À la sortie justement de cette rencontre, je serai transmettre à la communauté, et d'ailleurs je vais proposer ça au niveau de notre session, pour pouvoir vulgariser l'information là, au niveau de la communauté, au niveau des différentes familles, pour que vraiment chacun puisse prendre des dispositions par rapport à ça. Cette initiative ouvre l'espoir de voir ces pratiques reculer, offrant une meilleure protection aux enfants et aux femmes dans les communautés. Dans la Cité des Agrumes Santé, avec la prise en charge gratuite des malades à travers le Fonds de développement social et de l'indigence. La remise des titres d'assistance sociale s'est déroulée en présence des autorités locales. En seul objectif, secourir les plus démunis. Moussa Kouyaté. L'assistance sociale est l'une des préoccupations des autorités, avec à sa tête le président Mamadi Doumbouya. C'est dans cette optique que 39 patients ici à Kindia viennent de bénéficier des titres de prise en charge gratuite par le Fonds de développement social et de l'indigence. Cette initiative englobe non seulement la prise en charge sanitaire
des malades indigents et leur ravitaillement en médicaments. Elle touche la solidarité nationale, assurer les soins aux plus démunis et garantir la santé publique. Et remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui croit fermement que nul citoyen ne sera abandonné sur l'étendue du territoire national. Assister les personnes démunies est la mission principale du Fonds de développement social et de l'indigence. Aujourd'hui, je suis vraiment contente d'entendre que Mamadi Doumbouya m'a pris en charge. Que Dieu le protège et de donner la santé et la prospérité. Ça fait 4 ans. Je faisais la 10e année. C'est à propos des maladies qui m'a fait arrêter les études. Et quand tu as la santé, tu vas faire tout ce que tu peux le faire. Le social a beaucoup primé en Guinée. Donc, se mettre aujourd'hui avec les autorités pour la remise maintenant de ces fonds aux indigènes là, cela va tout droit à nos cœurs et nous remercions le gouvernement. Les autorités locales ont salué et remercié le président Mamadi Doumbouya pour cet acte en faveur des populations de Kindia. Chaque patient bénéficiaire est accompagné par un assistant social pour faciliter les démarches. Pour finir, à quelques semaines de l'élection présidentielle, le Moussa Code vient de lancer une vaste campagne de sensibilisation pour le maintien de la paix en Guinée. Du Breka et la préfecture pilote, l'action s'étendra dans les autres villes et régions de la Guinée afin de garantir un climat électoral apaisé. Marwan Kamara, Mamoudou Silla. Alors que la campagne pour l'élection présidentielle bat son plein, le Mosacode lance une tournée nationale de sensibilisation en faveur du maintien de la paix. Première étape, le secteur de Kindiadi et la préfecture de Dubreka. Dans ces localités, l'initiative suscite une forte mobilisation. Responsables religieux et citoyens se retrouvent autour d'un même message: promouvoir une élection apaisée en Guinée. Mosacode, dans son esprit de quiétude nationale pour la paix et le bon déroulement en fait des élections. C'est une sensibilisation de porte à porte au niveau de toutes les structures pour attirer l'attention sur l'avantage des élections, sur le bon déroulement des élections. Les membres du Mosacode déploient un dispositif ambitieux. Leur objectif, atteindre chaque localité, même les plus reculées, pour renforcer le climat d'apaisement partout dans le pays. Cette élection est cruciale. Elle déterminera la voie que notre pays empruntera les années à venir. Je vous invite à rester unis et convaincre nos proches de faire de cette élection un succès. Nous sommes unis. Notre communauté a toujours privilégié la paix, le respect et l'hospitalité, visant au développement, à la stabilité et au bien-être de notre pays. La caravane se poursuivra dans plusieurs préfectures de l'intérieur et du Grand Conakry. À travers cette tournée, le Mosacode espère contribuer à instaurer une atmosphère sereine, indispensable au bon déroulement du processus électoral. C'est cet élément, mesdames et messieurs, qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez